Bonjour et bienvenue. On a reçu pas mal de documents sur les états modifiés de conscience. Vraiment un mélange intéressant, hein. Ça va de la sophrologie, en l'anthropologie, à des choses, disons, plus pointues sur l'hypnose et le cerveau. Oui, tout à fait. Alors, notre idée aujourd'hui, c'est de faire une synthèse de ce qui ressort spécifiquement de ces lectures. Qu'est-ce qu'un état modifié de conscience, au fond? C'est ça. L'objectif, c'est vraiment de clarifier un peu ce concept, qui est souvent un peu flou, voire mystérieux, en se basant sur les infos clés de ces textes. Parfait. Alors, pour commencer, simple, la conscience normale, on va dire, c'est notre état d'éveil habituel, notre perception de nous, de ce qui nous entoure. Mais là, on parle d'état modifié. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bonne question, parce que c'est vrai que le terme est large. En gros, un EMC, c'est une altération de cet état de veille ordinaire. Ça peut aller de la simple rêverie, la méditation, l'hypnose, la transe, jusqu'à des expériences plus fortes, quoi. D'accord. Et ce qui est intéressant dans les sources, notamment celles qui touchent à l'anthropologie ou la sophrologie, c'est que ça insiste sur le fait que des variations légères sont très naturelles, très fréquentes. On parle même de mini-trans quasi quotidiennes. Les mini-trans, ouais. C'est-à-dire comme quand on est hyper concentré sur un truc, ou au contraire un peu dans la lune. Exactement. Ou ce moment un peu cotonneux le matin au réveil. Un des documents, le PDF du GREA, je crois, souligne bien ça. Notre conscience, elle n'est pas fixe, elle fluctue tout le temps. C'est pas juste allumé ou éteint. Je vois. C'est pas binaire, quoi. Voilà. Et d'un point de vue plus cérébral, est-ce qu'on sait ce qui se passe dans la tête? Les documents parlent d'ondes cérébrales. Ah oui, ça c'est un point important, surtout dans les textes sur l'hypnose et la sophrologie. L'électroencéphalogramme, le EEG, montrent clairement des changements. Pour simplifier, on a les ondes bêta quand on est très actif, très éveillé, Mhm. et dans beaucoup de ces états modifiés, on voit plus d'ondes alpha, ça c'est lié à la relaxation, à un éveil calme, et θ, qui correspondent à une relaxation encore plus profonde, la méditation, ce genre de choses. Donc si je comprends bien ce que dit la note sur la sophrologie, par exemple, des pratiques comme ça visent justement à favoriser ces états alpha et θ. C'est tout à fait ça. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est pas juste le résultat d'une technique spéciale. On bascule naturellement dans ces états très souvent. L'imagerie cérébrale, mentionnée dans l'article sur l'hypnose, le confirme aussi. C'est pas du chiquet. Ah oui. Non, non, on voit vraiment des zones du cerveau qui s'activent différemment, d'autres qui se mettent en veille. Le cerveau fonctionne, mais disons sur un autre régime. D'accord, donc c'est pas un cerveau éteint, mais qui fonctionne autrement. Mais alors, au-delà de la mécanique cérébrale, pourquoi chercher à explorer ces états? Quel est l'intérêt, d'après les sources, par exemple celles sur la sophrologie? Alors, il y a plusieurs titres qui ressortent. La sophrologie, elle, met en avant le rééquilibrage nerveux. La possibilité de mieux connecter le côté analytique et le côté plus créatif, intuitif du cerveau. Et aussi accéder à des ressources internes, mieux comprendre ses propres fonctionnements, ses valeurs, ses besoins. Des choses qui ne sont pas toujours accessibles en mode purement rationnel. Accéder à l'inconscient, en quelque sorte. On pourrait dire ça, ou du moins à des couches plus profondes de soi. D'autres textes élargissent à l'accès à l'intuition, à une connexion différente à son histoire personnelle. Et puis, il y a bien sûr tout l'aspect thérapeutique qui est souligné. Ah oui, l'hypnose pour la douleur, l'anxiété. Exactement. L'analgésie hypnotique, c'est un exemple assez spectaculaire de comment on peut moduler la perception, même si, historiquement, ces états n'ont pas toujours été très valorisés en Occident, comme le rappellent certains textes. Et il y a aussi cette idée un peu déroutante, soulevée dans un des documents, que notre réalité normale, finalement, c'est déjà une sorte de construction, un filtre. Oui, c'est une idée forte du texte du GREA, notamment. Il suggère que notre perception du réel, elle est jamais directe. C'est toujours filtré, interprété par nos sens, notre culture, nos habitudes. On perçoit la manière dont on perçoit, plus que ce qui est directement. Hmm. Et du coup, les EMC, ça pourrait être une façon de modifier ce filtre, d'expérimenter une autre manière de percevoir. Une sorte de nettoyage des portes de la perception, pour reprendre l'expression qui est citée. Ça permettrait de déconstruire un peu nos automatismes. Ok. Alors, si on essaie de résumer ce qui émerge de toutes ces lectures, les EMC, ce sont des variations, finalement, assez naturelles de notre conscience. Pas forcément des trucs extraordinaires ou rares. C'est ça. Ils ont une réalité biologique. On voit des choses dans le cerveau, un fonctionnement différent. Et on les explore pour plein de raisons. Bien-être, thérapie, se connaître mieux.
et peut-être même pour questionner notre rapport au réel. Tout à fait. Et ça ouvre une question assez fondamentale qui est en filigrane dans plusieurs sources. Si notre état normal est déjà en partie une construction, une habitude, jusqu'à quel point cette réalité est-elle fixe? Ah oui, explorer d'autres états de conscience, finalement, c'est peut-être moins chercher une autre réalité que de réaliser à quel point notre propre perception est flexible et qu'on a peut-être une marge de manœuvre pour la faire évoluer. Voilà, une petite réflexion pour la route.